Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Dans cet épisode, nous terminons notre séquence sur l'épopée du héros, basée sur le livre de Christopher Vogler, The Writer's Journey. Dans ce livre, le voyage est vu comme une épopée classique, Ulysse, l'Odyssée, et donc je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce modèle pour nous inspirer dans nos luttes quotidiennes, dans nos difficultés quotidiennes, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que groupe. 4 épisodes, le concept, qui était l'épisode 85, les 3 actes et les 12 étapes du voyage selon Vogler, épisode 86, les 8 archétypes de personnages qu'on trouve dans ces histoires, épisode 87, et donc nous sommes au dernier épisode, les outils. Que faire avec cette magnifique manière de raconter des histoires? Comment utiliser l'épopée du héros dans nos vies professionnelles? 2 notes avant de commencer. D'abord, le héros ou l'héroïne peut aussi être une équipe. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que l'équipe, du coup, peut être traitée comme une personne. Donc, vous allez, avec votre équipe, vous poser des questions du style « Quelles sont les qualités de l'équipe ?» Et vous verrez que au début, les collaborateurs, collaboratrices ont à peine à s'imaginer l'équipe comme une personne physique à part, qu'on asseillerait sur une chaise à côté et dont on décrirait les qualités et les défauts. Ils diront et ils vont certainement peut-être faire une collection, une majorité. Par exemple, ils diront la plupart d'entre nous, on est de bons techniciens. Là, c'est pas la qualité de l'équipe, ça. D'accord? Donc, quelles sont les qualités de l'équipe? Quels sont les défauts de l'équipe? Quels sont ses comportements de base? Comment est-ce qu'elle réagit en principe? En général, l'équipe, quand il y a des difficultés, elle réagit de manière soudée. Une espèce de coalescence, une espèce de cristallisation des efforts, par exemple, ou le contraire. Bref, le héros, l'héroïne peut être une équipe. Notez aussi que les personnages de Vogler et de Campbell peuvent être des systèmes, d'autres équipes, des groupes de personnes. Cette idée de l'épopée du héros, elle est parfaitement allégorique et pas du tout réelle. Alors, en parlant des personnages, rappelons les 8 personnages de base, le héros de l'histoire, l'héroïne de l'histoire, le mentor, la personne qui va nous donner ce dont nous avons besoin pour réussir notre mission, le ou les gardiens du seuil, qui vont nous tester avant de nous laisser entrer dans le monde de l'aventure, le monde extraordinaire, le messager, qui va nous donner des informations, qui va nous pousser à l'action, à l'aventure, le change-forme, dont on ne sait pas trop qui il est, qui amène le doute dans l'histoire, l'ombre, qui est l'ennemi avec un E majuscule, les alliés, qui sont nos aides, nos compagnons de route, et puis le comic truqueur, qui a un rôle un petit peu ambigu, mais qui représente le chaos dans nos vies. Voilà les 8 personnages. Les étapes, alors elles sont décrites de manière successive dans la deuxième partie, donc dans l'épisode 86, mais elles ne se passent pas obligatoirement dans cet ordre-là. Si vous vous souvenez, il y avait 3 actes, le départ, le combat, le retour, et donc dans chacun des actes, des étapes. Pour le départ, c'était première étape le monde ordinaire, donc on décrit notre vie habituelle, l'appel à l'aventure, quelque chose nous tire de notre somnolence. Nous allons peut-être commencer par refuser l'appel, étape 3. Nous allons rencontrer le mentor, étape 4. Et c'est cette rencontre qui peut nous propulser dans l'aventure et nous faire accepter notre mission. La rencontre avec le mentor, c'est la fin de l'acte 1, du départ, et nous entrons dans l'acte 2, l'acte du combat, par le franchissement du premier seuil, qui est gardé par un gardien du seuil. Ensuite, étape 6, test allié ennemi. Étape 7, l'approche, nous approchons du dénouement de l'histoire, ou d'un de ces dénouements. Étape 8, l'épreuve, le climax peut-être de l'aventure, le combat, contre le grand méchant, comme on l'appellerait. Étape 9, la récompense. Et donc, ce sont les 4 étapes de l'acte du combat. Et enfin, finalement, le retour, donc le chemin du retour en étape 10. Encore peut-être un dernier test
en 11, et puis le retour avec l'élixir en étape 12. Voilà les 12 étapes. Le monde ordinaire, l'appel à l'aventure, refus de l'appel, rencontre avec le mentor, franchir le premier seuil, test allié ennemi, l'approche, l'épreuve, la récompense, le chemin du retour, le héros de la résurrection, retour avec l'élixir. On a posé les différents éléments. Maintenant, comment utiliser cela dans nos vies professionnelles? Moi, je vous propose de prendre un premier cas de figure qui serait celui de donner du sens. Comment donner du sens à une situation qui n'en a pas immédiatement? Alors imaginez votre équipe ou votre entreprise dans de grandes difficultés. Commerciales, organisationnelles, relationnelles, c'est égal, de grandes difficultés. Et là, nous pouvons avoir le réflexe de nous dire cette difficulté peut s'apparenter à une épopée. Alors comment donner du sens? Alors en principe c'est simple, il faut trouver l'arc narratif. Quelle est l'histoire? Cette difficulté, elle raconte l'histoire de qui et de quoi? Dans quelle étape est-ce que nous sommes dans cette histoire? Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire n'en est vraisemblablement pas au début. Parce que nous ne nous sommes pas aperçus que nous étions dans l'histoire. Si nous rencontrons une difficulté, c'est que nous sommes vraisemblablement déjà dans le second acte, l'acte du combat. C'est la difficulté qui nous réveille, qui nous fait prendre conscience du fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que nous sommes en train de nous battre, donc dans l'aventure, donc dans le second acte, celui du combat. Donc, on a 4 solutions. Soit nous sommes à l'étape 5, franchissement du seuil, donc le combat que nous vivons est celui du combat contre le gardien du seuil, qui nous teste. Soit nous sommes à l'étape 6, test allié-ennemi, donc nous affrontons nos ennemis. Mais où sont et qui sont nos alliés? Soit nous sommes à l'étape 7, l'étape de l'approche, donc nous affrontons des ennemis de plus en plus robustes. Nous sommes en train de nous préparer mentalement, organisationnellement, pour le combat, qui est celui de l'étape 8, l'épreuve avec un majuscule, et donc avec un E majuscule, donc nous affrontons l'ombre. Notre ennemi ultime, notre némésis, nous dirions. Chaque étape a une conséquence en termes de sens, en termes de donner du sens à l'histoire. Par exemple, si nous apercevons que nous sommes à l'étape 5, franchissement du seuil, nous ne sommes pas devant un ennemi. Nous sommes devant un gardien du seuil qui nous teste, c'est un test qui nous prépare. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons déjà reçu l'appel à l'aventure. Et donc pourquoi est-ce qu'on l'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Nous avons aussi déjà rencontré le mentor. Qui nous a aidés? Qui nous a donné une voie? Qui nous donne des solutions? Quelles solutions n'avons-nous pas encore écoutées et que nous devrions peut-être écouter? Si nous identifions notre place dans l'aventure comme l'étape 6 ou 7, cela veut dire que nous aurons encore quelques difficultés. Mais ça veut dire aussi que nous avons passé l'étape 5. Nous avons franchi le seuil. Nous sommes dans le monde extraordinaire. Donc, nous avons des compétences puisque nous avons franchi le seuil. Quelles sont ces compétences? Quelles sont ces ressources sur lesquelles nous allons compter pour faire face? Si nous identifions que nous sommes à l'étape 8, oui, c'est très difficile. Nous sommes dans un moment noir, dans un moment de combat très difficile, mais le retour, avec l'élixir entre parenthèses, est proche. Donc, courage. Courage, nous sommes presque au bout. Donc, vous voyez que l'identification de l'étape dans laquelle nous sommes, dans cette histoire, dans cet arc narratif, est importante pour nous renseigner et sur le passé et sur le futur. Ce qui est important aussi, c'est d'identifier qui sont les personnages principaux, qui peut nous aider, où sont les alliés ou les ennemis, qui sont les ressources, y a-t-il des change-formes, qui est le comique truqueur qui va amener le chaos dans notre organisation, dans notre histoire. Attention. Je le dis parce que, je sais que vous êtes des gens raisonnables, mais je ne sais pas qui écoute mon podcast, donc ne prenez pas ces termes au premier degré, prenez-les au second degré. L'idée est là pour donner ce podcast est là pour donner du sens et non pas pour finir un plan de bataille. Quand je parle d'ennemis, c'est évidemment au sens allégorique. Dans le monde professionnel, nous n'avons normalement pas d'ennemis, au sens d'ennemis existentiels. Ça peut arriver, mais c'est rare.
Autre chose importante, débriefer une fois l'aventure terminée. Notre équipe a passé les étapes, nous sommes revenus avec l'élixir, dont nous reparlerons tout de suite. Mais qu'avons-nous appris sur l'équipe ? Qu'avons-nous appris sur nous ? C'est un exemple d'apprentissage double boucle que nous avons vu à l'épisode 83 et qui aide l'équipe à avoir une meilleure productivité. Vous voyez que dans cette situation où je veux donner du sens à une difficulté, l'épopée du héros est extrêmement utile. Il y a d'autres situations. Par exemple, me motiver pour quelque chose que je n'ai pas envie de faire. C'est un remède contre la procrastination. La procrastination, c'est l'ennemi. L'ombre. Très bien, si c'est l'ombre, qui sont les alliés, qui est le mentor, quel est l'appel à l'aventure, et on recommence, on essaie d'appliquer cette manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que nous allons immédiatement trouver du sens à ce que nous faisons, ou dans ce cas-là, à ce que nous ne faisons pas, mais ça peut nous aider. On peut aussi utiliser l'épopée du héros pour résoudre un problème. Alors vraisemblablement, les personnages ici seront peut-être des configurations ou des systèmes ou des machines, mais ça peut être très utile aussi. Il y a d'ailleurs une autre technique de résolution de problèmes dont je parlerai peut-être dans un épisode futur, qui est la méthode qui consiste à se poser la question que ferait tel héros dans la situation ? Par exemple, que ferait Batman dans cette situation ? Prenez n'importe lequel des héros que vous aimez bien. Que ferait Donald Trump dans cette situation ? Bon. Cela permet de nous décaler, de nous extraire de notre situation difficile pour avoir plus de recul. Et donc vous voyez que l'épopée du héros peut permettre exactement cette prise de recul, puisqu'en se posant la question dans quelle étape nous sommes, nous effectuons un retour en arrière qui nous permet d'avoir du recul. Donc le schéma est toujours le même. J'ai une difficulté. Première chose que je dois me demander, c'est quelle est l'histoire ? Deuxième chose que je dois me demander, dans quelle étape est-ce que je suis ? Troisième étape, c'est qu'est-ce que cela signifie ? Quatrième étape, qui sont les personnages ? Et cinquième étape, quel est l'élixir ? C'est important. Qu'est-ce que je vais retirer de cette histoire, de cette difficulté à laquelle je ne vois aucun sens ? L'élixir peut donner du sens. Alors vous me direz, mais Vincent, tu vas bien nous donner l'étymologie du mot élixir. Et vous aurez bien raison. Alors, il y a deux vérités, parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas demander à la personne qui a utilisé ce mot en premier. Selon l'Emery, le mot élixir viendrait du grec éléo, qui veut dire je porte secours, j'aide, et alexo, j'extrais. Bon, moi j'aime pas trop ça, il me semble que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais Bloch et Wartburg le disent emprunté, eux, par les alchimistes, de l'arabe alixir, nom de la pierre philosophale, qui lui-même serait emprunté du grec xéron, qui est un médicament. Vous voyez qu'à l'époque, les notions s'échangeaient, il n'y avait pas de propriété intellectuelle, il n'y avait pas de copyright, et donc on voit que ça passe du grec à l'arabe au vieux français sans aucun problème. Cette idée de pierre philosophale, al-iksir, c'est quoi ? Souvenez-vous, la pierre philosophale permet tout. De changer les métaux vils en métaux précieux, comme par exemple l'argent ou l'or. Ça permet de guérir les maladies. Ça permet même de prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. Incroyable, la pierre philosophale. Finalement, l'élixir ultime pour une autre histoire. Mais vous, cher auditeur, du coup, quel élixir cherchez-vous ? À la semaine prochaine. Ciao.